Le samedi avait cette façon particulière de mentir à Paris. Les lumières de l'avenue Montaigne brillaient avec une précision presque chirurgicale, dorées et froides en même temps, comme si la ville savait exactement ce qu'elle faisait quand elle habillait ses façades pour les gens qui n'avaient plus besoin d'être impressionnés par rien. Antoine Delorme ne regardait jamais vraiment ces lumières. Il les traversait. C'était différent. 42 ans de vie construite sur la différence entre traverser les choses et les regarder. Et ce soir-là, debout sur le trottoir devant l'entrée principale du hôtel Plaza Athénée, il avait desserré sa cravate avant même de pousser la porte. Ce n'était pas un geste d'abandon, c'était le seul geste honnête qu'il s'était autorisé depuis des semaines. Delorme événement, 280 employés. 31 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, des espaces de luxe gérés avec une précision que ses concurrents passaient des années à essayer d'imiter. Antoine avait fondé l'entreprise à 31 ans avec un bureau de 18 mètres carrés dans le 11e arrondissement et la conviction absolue que les détails faisaient les grandes soirées. 11 ans plus tard, sa signature sur un contrat suffisait à rassurer les clients les plus exigeants de la capitale. Il était l'homme qui ne ratait pas, qui ne perdait pas, qui arrivait toujours avec une solution dans la poche gauche et un sourire calibré dans la poche droite. Ce soir-là, ses poches étaient vides. Le dîner de 71 ans de sa mère avait été organisé par sa propre équipe. 180 invités dans le salon noble du Plaza Athénée. Photographe contractuel, colonne sociale confirmée pour le lundi suivant. Madame Françoise Delorme avait ce talent des femmes qui ont vécu assez longtemps pour savoir exactement ce qu'elles veulent et assez d'élégance pour ne jamais en parler directement. Elle avait simplement mentionné 3 semaines avant, en passant, que ce genre de soirée méritait d'être partagé avec les bonnes personnes. Antoine avait entendu ce que sa mère ne disait pas. Il l'entendait toujours. Et il était arrivé seul, quand même, parce qu'il n'avait pas d'autre choix, et parce qu'avouer qu'il n'avait pas d'autre choix était encore pire que d'arriver seul. Il y avait aussi Camille. Il serait inexact de dire qu'il n'y pensait pas. Cela faisait 11 mois que la rupture était officielle, 4 ans avant ça de relations construites sur la conviction partagée qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Une conviction que Camille avait révisée plus vite qu'Antoine ne l'avait anticipée. Elle arriverait ce soir avec Julien Moreau. Antoine le savait depuis mercredi, quand un assistant avait laissé échapper l'information par inadvertance dans un email de coordination. Julien Moreau, cofondateur de Moreau Productions, concurrent direct sur les appels d'offres corporatifs depuis 3 ans. L'homme qui avait remporté le contrat Cartier en janvier par une marge de 12 000 €, une marge qu'Antoine revoyait encore dans ses insomnies comme un chiffre personnel pas professionnel. Camille et Julien, ensemble, dans le salon que son équipe avait décoré, au dîner de sa mère. Antoine poussa la porte du Plaza Athénée à 19h15. Le salon noble sentait les lits blancs et le bois ciré, une combinaison qui rappelait à Antoine les enterrements plutôt que les fêtes, ce qu'il préférait garder pour lui. La lumière était exactement ce qu'il avait demandé. Chaude, directionnelle, avec des points d'ombre calculés pour flatter les visages des femmes passées 50 ans. Son équipe avait bien travaillé. Elle travaillait toujours bien. C'était la seule certitude sur laquelle il pouvait encore compter ce soir. Les tables rondes habillées de lin crème étaient disposées en demi-lune autour d'une piste centrale. Les arrangements floraux mesuraient exactement 60 cm de hauteur, assez pour être élégant, pas assez pour bloquer les regards entre convives. Il avait validé ces détails lui-même, 2 jours avant, avec la rigueur d'un homme qui contrôle ce qu'il peut contrôler parce que le reste lui échappe. Madame Françoise n'était pas encore dans le salon. Elle arriverait à 20 heures précises, comme toujours, ni en avance pour sembler impatiente, ni en retard pour faire attendre. Antoine traversa la salle en saluant les premiers arrivants. Des oncles, des associés anciens, des amis de ses parents dont il connaissait les prénoms, mais plus les histoires. Il serrait les mains avec la fermeté exacte requise, souriait au bon moment.
posait les questions qui appelaient des réponses courtes. Il était efficace, même dans les couloirs, même quand son estomac était contracté depuis mercredi matin. C'est à 20h40 qu'il vit Élodie Martin pour la première fois, sans savoir son nom, sans chercher à le retenir parce qu'il n'y avait pas de raison. Elle travaillait pour le traiteur L'Étoile, dont Antoine avait retenu les services depuis 6 ans pour les événements au Plaza Athénée. Il connaissait le prestataire, pas les visages. Ce soir-là, l'équipe service était en veste blanche avec épaulettes noires, sobre, invisible, comme prévu. Élodie portait la même veste que ses collègues, les cheveux relevés avec une précision qui ne demandait pas à être remarquée. Elle se déplaçait dans le salon avec une économie de mouvement qu'Antoine reconnut instinctivement comme de la compétence réelle. Pas de gestes superflus, pas de pause inutile, trajectoire courte et décision rapide. Il l'avait à peine noté. Puis la convidada Bébada, une cousine éloignée d'un invité, debout depuis trop longtemps avec son verre de champagne, pivota trop vite près de la table d'angle et heurta le bras d'Élodie. Le plateau de cristal oscilla une demi-seconde où tout le monde dans un rayon de 6 mètres vit ce qui allait arriver, puis tomba. 8 flûtes de champagne, cristal de baccarat, sur le parquet du salon noble du Plaza Athénée, à 20h40 d'un samedi. Le bruit fut net et définitif. Antoine était à moins de 4 mètres. Ce qui se passa ensuite dura 5 minutes. Élodie ne chercha pas ses collègues des yeux, ne leva pas la main pour appeler le maître d'hôtel. Elle posa son plateau vide contre la plinthe la plus proche, s'accroupit et commença à ramasser les éclats avec des gestes précis et mesurés, attrapant d'abord les plus grands fragments, puis balayant les plus petits vers un point central avec la paume de la main protégée par son tablier plié. Aucune précipitation dans les gestes. Aucune démonstration d'urgence, juste le travail fait correctement. La convidada qui avait renversé le plateau s'était reculée, oscillant légèrement, les yeux brillants d'alcool et d'une gêne qu'elle ne savait pas comment exprimer. Élodie, sans se relever complètement, tourna la tête vers elle. « Ce n'est pas grave », dit-elle, et elle le dit comme si elle le pensait vraiment, pas comme une formule de service, pas comme la réponse entraînée d'une professionnelle gérante d'incident. Simplement comme quelqu'un qui avait décidé que c'était la vérité. La convidada marmonna quelque chose. Élodie inclina la tête d'1 centimètre, en guise d'acquiescement, puis retourna au parquet. 5 minutes plus tard, il n'y avait plus d'éclat. Élodie avait récupéré les serviettes de remplacement d'un collègue qui était arrivé discrètement avec le matériel nécessaire, essuyé le sol, replacé le plateau sur son bras, et reprit sa trajectoire dans la salle comme si la parenthèse n'avait pas eu lieu. Personne parmi les invités n'avait interrompu sa conversation. Personne n'avait regardé plus de 10 secondes. La soirée avait continué exactement comme elle devait continuer. Antoine, lui, n'avait pas décroché les yeux pendant ces 5 minutes. Il y avait quelque chose dans ce geste, quelque chose de précis et de difficile à nommer, qui l'avait arrêté. Pas la compétence. Il connaissait la compétence. Il l'achetait tous les jours. Pas la rapidité. Pas même la gentillesse envers la femme qui avait causé l'accident, bien que cette gentillesse fût réelle et visible. C'était autre chose. C'était l'absence totale de public dans ses gestes. Élodie n'avait pas regardé si quelqu'un regardait. Elle n'avait pas cherché à être vue en train de bien faire les choses. Elle avait simplement fait les choses parce qu'elles devaient être faites. Cette dignité sans spectateur. Antoine n'en avait pas croisé depuis si longtemps qu'il ne savait plus exactement comment l'appeler. Il prit un verre de Bordeaux sur le plateau d'un serveur qui passait et se repositionna légèrement près de la colonne de marbre à sa gauche. Pas parce qu'il la suivait, parce qu'il n'arrivait pas à détourner les yeux tout de suite et qu'il avait besoin de quelque chose à faire de ses mains. C'est précisément à ce moment que les portes du fond du salon s'ouvrirent. Antoine entendit les voix avant de les voir. Le ton particulier des retrouvailles performées, ce volume légèrement augmenté qui signale qu'on veut être entendu en train d'être heureux. Puis Camille entra, de profil d'abord, tournée vers Julien Moreau, qui disait quelque chose en l'inclinant vers elle, d'une manière que tout le monde dans la pièce pouvait lire.
Camille portait une robe marine à col bateau, sobre, précise, exactement ce qu'Antoine aurait trouvé parfait sur elle il y a 2 ans. Julien Moreau avait la mâchoire des hommes qui savent qu'ils sont regardés et qui ont appris à trouver ça normal. Le cercle d'accueil se forma en moins de 40 secondes. Embrassade, exclamation, téléphone levé. Antoine resta près de la colonne. Son verre de Bordeaux était à la même hauteur depuis 3 minutes, ce qui voulait dire qu'il n'avait pas bu. Il fixait un point légèrement au-dessus des têtes, la technique qu'il avait perfectionnée pendant des années de réception professionnelle pour paraître présent sans l'être vraiment. Ce soir, la technique ne fonctionnait pas. Son estomac s'était serré d'une façon qu'il ne contrôlait pas, et il sentait ses épaules remonter d'1 centimètre, ce signe physique qu'il reconnaissait comme le début de quelque chose qu'il préférait ne pas identifier. Pas de la douleur. Non, il avait décidé que ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de plus petit et de plus difficile à gérer, de l'humiliation peut-être. L'humiliation précise d'avoir construit pendant 4 ans quelque chose qu'il croyait solide, et de le voir traverser son salon en tenant la main de quelqu'un d'autre avec l'aisance des choses qui se font naturellement. Il posa le verre sur la table la plus proche. Sur la nappe en lin, il y avait des serviettes pliées en triangle, épaisses, avec le monogramme du Plaza brodé en fil doré. Antoine en prit une. Chercha la canetta dans la poche intérieure de son veston. Il en avait toujours une, habitude d'homme qui signe des contrats à toute heure. Le stylo était là, mont blanc, noir, encre bleue. Il plaça la serviette à plat sur sa paume et commença à écrire. Ce n'était pas un plan. Ce n'était pas une décision. C'était la chose la plus irrationnelle qu'il eût faite depuis des années. Et il le savait à mesure qu'il écrivait. Et il continua quand même, parce que les 11 derniers mois lui avait appris que les décisions rationnelles n'empêchaient pas grand-chose. Il écrivit en lettres petites et penchées la main d'un homme habitué aux paraphes rapides sur des documents importants. « Feignez de m'aimer. Seulement 24 heures. Je ne vous demande pas de mentir sur qui vous êtes, seulement de rester à mes côtés ce soir et demain matin. Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander ça, mais je vous le demande quand même. A. Delorme. » Il plia la serviette en 4. Élodie passait à 2 mètres avec son plateau, trajectoire nord vers les tables du fond. Antoine fit un pas, posa la serviette pliée au bord du plateau sans la regarder, sans s'arrêter, et repartit vers la colonne de marbre. Ce geste lui avait pris moins de 3 secondes. Il n'avait pas réfléchi à ce qui se passerait après. Élodie Martin découvrit la serviette pliée 10 minutes plus tard, quand elle déposa son plateau vide sur le comptoir de service et compta les verres restants avant la prochaine rotation. Elle faillit la jeter. Les serviettes usagées finissaient dans les bacs de linge sales au fond du couloir. Mais le tissu était plié différemment des autres, trop soigneusement, avec une intention visible dans les angles. Elle la glissa dans la poche de son tablier, sans s'arrêter, parce que le salon principal demandait une nouvelle tournée et que la pause service était dans 22 minutes. Ce fut dans les toilettes du personnel, au bout du couloir de service du rez-de-chaussée, qu'elle la déplia. La pièce sentait le détergent au pain et l'humidité froide des carreaux blancs. Un néon horizontal, au-dessus du miroir. Élodie lut le texte une fois. Vite, comme on lit d'abord ce qui dérange pour évaluer si ça mérite d'être relu. Puis elle le relut lentement. Elle était debout, dos au mur de faïence, la serviette ouverte dans les 2 mains, et elle relut la phrase du milieu une 3e fois. « Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander ça. » Ce fut cette phrase-là qui fit monter les larmes. Pas la demande elle-même, pas le nom gravé en relief sur les cartes distribuées dans le hall. Elle avait vu le nom Delorme sur le bon de commande du traiteur. Elle savait qui organisait la soirée. Elle savait que A. Delorme et Antoine Delorme ne pouvaient pas être 2 personnes différentes. Pas non plus la situation en elle-même, qui était objectivement absurde, et qu'elle aurait dû trouver offensante. C'était cette reconnaissance explicite qu'il n'avait pas le droit. La plupart des hommes qui lui avaient demandé quelque chose, des faveurs, des compromis, des sacrifices silencieux, n'avaient jamais commencé par admettre l'absence de droit.
Il demandait comme si le droit allait de soi. Parfois, il ne demandait même pas. Il supposait. Élodie plia le bas de la serviette sur elle-même, puis la déplia. La relut encore. L'écriture était petite, penchée vers la droite, avec des lettres qui se touchaient, comme si la main allait plus vite que la réflexion. Ce n'était pas l'écriture d'un homme en train de calculer. C'était l'écriture d'un homme en train de céder à quelque chose, avant de se raviser. Elle s'essuya les yeux du revers du poignet, respira, regarda son reflet dans le miroir. Le néon était brutal sur les visages fatigués, et le sien l'était. Après 5 heures de service, et la chute des flûtes, et la cousine éméchée, et les 80 couverts tournés depuis 16 heures. Elle avait les cheveux bien en place, le col de la veste propre, le rouge à lèvres discret qu'elle mettait les soirs d'événements, parce que c'était sa façon à elle de se respecter même quand personne ne la regardait vraiment. Elle plia la serviette une dernière fois, la glissa dans sa poche et sortit du couloir de service. Antoine Delorme l'attendait dans le couloir du 2e étage, à côté d'une console en marbre surmontée d'un bouquet d'orchidées ivoires. Il avait les mains dans les poches et regardait le mur d'en face, comme quelqu'un qui a décidé de ne pas faire semblant d'être décontracté. Élodie arriva à 21 heures précises. Elle s'arrêta à 2 mètres de lui, les bras le long du corps, et attendit. Antoine la regarda. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à y trouver. Pas la certitude du patron dans son établissement, pas le calcul de l'homme habitué à négocier l'avantage. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de faire quelque chose d'irréparable et qui attendait que l'autre personne décide de la suite. « Je vous dois une explication, dit-il. »« Oui, dit Élodie. » Il parla sans détour. L'ex-fiancée, Camille, 4 ans ensemble, rupture il y a 11 mois. Julien Moreau, concurrent direct, contrat quartier en janvier. Ce soir, spécifiquement, le dîner de sa mère, 180 convives, photographes, colonne sociale, le lundi. La confluence de ces 2 faits, Camille avec Julien, dans la salle que son entreprise avait habillée, au dîner de sa propre mère, créait une lecture publique contre laquelle il n'avait aucune parade. Il était arrivé seul. Seul voulait dire quelque chose. Ce soir, dans cette salle précise, il savait que ça voulait dire quelque chose, et il avait quand même failli ne pas venir. Et il était venu quand même, parce que c'était le 71e anniversaire de sa mère, et qu'il n'y avait pas d'alternative raisonnable. Élodie l'écouta sans l'interrompre. Elle avait cette façon d'écouter, immobile, les yeux posés sur l'autre, sans hochement de tête performatif, ni expression d'empathie placée aux bons endroits, qui forçait les gens à dire ce qu'ils voulaient vraiment dire, plutôt que la version arrangée. Antoine parla plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Il parla de la soirée, puis, sans comprendre tout à fait comment il y était arrivé, de ses 11 mois à travailler comme si le travail pouvait remplir quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Il s'arrêta au milieu d'une phrase, conscient d'être allé plus loin qu'il ne l'avait calculé. « Je comprends, » dit Élodie. 2 mots. Pas « je suis désolé pour vous ». Pas « ça doit être difficile ». Juste « je comprends », dit de la façon des gens qui ont vécu suffisamment de choses pour que cette phrase soit une déclaration, pas une politesse. Elle reprit. « J'ai une condition. Dites-moi. Si quelqu'un me demande qui je suis, je dis que je suis serveuse. Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. » Elle le dit calmement, sans l'intonation des ultimatums. C'était simplement la limite de ce qu'elle acceptait de faire, énoncée avec la clarté de quelqu'un qui connaît très précisément ses propres contours. Antoine n'hésita pas, bien sûr. Élodie glissa la serviette de lin pliée dans la poche intérieure de son tablier, le geste précis de quelqu'un qui range quelque chose qu'elle n'a pas décidé de jeter, mais qu'elle ne sait pas encore où mettre. « Donnez-moi 3 minutes, » dit-elle. Elle retourna vers les toilettes du personnel, retira son tablier, vérifia son col, arrangea une mèche qui s'était légèrement défaite. Quand elle ressortit dans le couloir, elle était la même personne qu'avant, avec la même veste blanche d'employé de service, simplement sans le tablier. Ils descendirent ensemble vers le salon principal.
Ce qui se passa dans l'heure suivante fut difficile à prévoir pour Antoine, qui avait l'habitude de gérer les soirées comme on gère les réunions, en anticipant les variables et en neutralisant les risques. Élodie ne gérait rien. Elle était simplement là. Et là était une présence d'une densité qu'il n'avait pas vue venir. Ils croisèrent Camille et Julien près du buffet chaud 20 minutes après être descendus. Camille les vit en premier. Antoine le savait parce qu'il connaissait le léger raidissement de ses épaules quand elle recalibrait la situation. Julien suivit son regard. Ils s'approchèrent avec le sourire des gens qui ont décidé d'être à l'aise avant même d'avoir évalué la situation. Antoine. Camille l'embrassa sur les 2 joues, la distance exacte des ex bien élevée. « Tu as l'air bien. »« Merci. » Il se tourna vers Élodie. Élodie, Camille, Camille, Élodie. Julien Moreau tendit la main avec la poignée des hommes qui veulent établir quelque chose dans les premières secondes. Élodie prit sa main, le regarda et serra avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui n'a rien à prouver et qui n'a pas non plus l'intention de paraître intimidé. Julien avait une demi-seconde de surprise dans les yeux, imperceptible, mais réelle. Élodie avait maintenu le regard sans forcer, sans sourire plus que nécessaire, sans chercher à plaire. « Vous connaissez Antoine depuis longtemps ?» demanda Camille, la question anodine de celle qui évalue. « Non », dit Élodie simplement. Camille attendit la suite. La suite ne vint pas. Élodie n'avait pas l'air de trouver que la réponse courte demandait à être rallongée. Il y eut 3 secondes de silence que seuls les gens vraiment à l'aise avec eux-mêmes n'essayent pas de remplir. Élodie faisait partie de ces gens. Antoine l'observa du coin de l'œil et sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas de soulagement, pas encore, mais quelque chose d'approchant. Julien orienta la conversation vers les affaires. Une manœuvre transparente, mais efficace dans d'autres circonstances. Il mentionna un appel d'offres attendu pour l'automne, un nom de client en commun, une ouverture calculée pour placer Antoine en position de concurrent visible dans le décor de sa propre soirée familiale. Antoine connaissait le procédé. Il ouvrit la bouche pour répondre avec la formule habituelle, neutre, professionnelle, sans concéder ni attaquer. Ce fut Élodie qui parla en premier. « C'est le dîner de 71 ans de Madame Françoise », dit-elle, sans élever la voix, en regardant Julien avec la même tranquillité qu'elle avait eue en ramassant les éclats de cristal. « Les appels d'offres peuvent attendre lundi. » Silence. Ce n'était pas agressif, ce n'était pas une attaque, c'était simplement une remise à place, prononcée avec la douceur des gens qui n'ont pas besoin d'être cruels pour être précis. Julien sourit, le sourire des hommes qui acceptent un point parce qu'ils n'ont pas d'autre option élégante. Camille regarda Élodie d'une façon légèrement différente de celle qu'elle avait eue 30 secondes plus tôt. Ils se séparèrent 2 minutes après. Antoine ne dit rien pendant un long moment. Il prit 2 coupes de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait et en tendit une à Élodie. Elle la prit, but une gorgée, reposa les yeux sur le salon. « Merci », dit-il. « Je n'ai rien dit de faux », répondit-elle. Madame Françoise Delorme trouva Élodie à 22h10, alors qu'Élodie regardait les arrangements floraux de la table centrale avec l'attention d'une professionnelle qui évalue le travail d'autres professionnels. Madame Françoise avait 71 ans et la posture des femmes qui ont décidé très tôt qu'elles ne se feraient jamais toutes petites pour personne. Elle s'approcha d'Élodie par le côté, sans s'annoncer, et dit « Ces lys ont été commandées à qui ?» Élodie se tourna. À l'atelier Duchemin, dans le 16e. Pour les événements au Plaza, ils livrent à 6 heures du matin. La fraîcheur se tient mieux sous l'éclairage chaud. Madame Françoise la regarda une demi-seconde de plus que prévu. « Vous vous y connaissez ?»« Un peu, » dit Élodie. Ce « un peu » ouvrit 40 minutes de conversation que Madame Françoise n'avait pas planifiée et qu'elle ne raccourcit pas. Elles parlèrent de fleurs et de proportions, puis de l'organisation des événements en général, puis de la différence entre un bon prestataire et un excellent, puis, sans que l'on puisse dire exactement comment, de la difficulté de reconstruire quelque chose qu'on avait perdu avant d'avoir eu le temps de le finir.
Madame Françoise écoutait avec la précision des mères qui ont appris à ne pas poser les questions directement. Élodie répondait avec la franchise de quelqu'un qui n'a pas de raison de se protéger face à cette femme-là. Antoine les observa de loin pendant une partie de cette conversation. Il ne put pas entendre ce qui se disait, mais il vit sa mère rire. Pas le rire de représentation qu'elle réservait aux invités de passage, mais le rire d'une femme qui vient de comprendre quelque chose qui l'amuse vraiment. Et il vit Élodie incliner légèrement la tête en souriant, d'une façon qui disait qu'elle n'était pas surprise de ce rire, mais qu'elle le trouvait agréable. Pas de la tristesse. C'était ce qu'Antoine identifia en lui, debout à 6 mètres de là avec son verre vide. Pas de la tristesse et pas non plus le vide habituel de ces derniers mois. Quelque chose de légèrement différent. Une curiosité peut-être. L'inconfort particulier de ne pas savoir ce que l'autre personne pense vraiment parce qu'on n'est pas habitué à ne pas pouvoir le déduire. La soirée se termina à minuit passé. Élodie retourna dans le couloir de service à 23h30 pour finir son service. Les dernières tournées de café, le rangement des plateaux, le décompte du matériel avec le chef de salle. Elle refit son tablier, reprit son poste et travailla jusqu'à la fin avec la même régularité qu'au début, sans que les 2 heures passées dans le salon principal aient laissé de traces visibles dans ses gestes. Antoine la regarda traverser la salle une dernière fois depuis la porte du fond, veste blanche et plateau propre, avant que la foule des derniers invités ne la cache. Il rentra seul à pied jusqu'au parking, ce qui lui prit 17 minutes et qu'il ne fit jamais d'habitude. L'avenue Montaigne était quasi déserte à cette heure, les vitrines éteintes, les pavés humides d'une pluie fine qui avait commencé sans qu'il le remarque. Il marcha les mains dans les poches, la cravate complètement défaite à présent, et il ne pensait à rien de précis, ce qui était inhabituel pour un homme dont le cerveau ne s'arrêtait généralement pas entre 22h et 3h du matin. Il avait le prénom, Élodie. Sa mère l'avait prononcé en lui disant « Bonsoir ». Ton Élodie est remarquable, Antoine, avec ce ton de déclaration définitive qu'elle utilisait pour les choses qu'elle n'avait pas l'intention de rediscuter. Antoine n'avait pas corrigé le ton. Il avait simplement dit oui et embrassé sa mère sur les 2 joues. Il avait aussi le nom du traiteur, l'Étoile. Il trouverait le reste sans difficulté. Ce qui le retint de chercher tout de suite, et il ne se l'expliqua pas complètement ce soir-là, c'était précisément la facilité avec laquelle il pouvait le faire. Il avait des ressources, des contacts, un assistant disponible 7 jours sur 7. En 2 coups de téléphone, il aurait le nom complet, l'adresse, le numéro. Et cette facilité-là lui semblait exactement le mauvais point de départ, pour quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, mais qui avait commencé dans un couloir du 2e étage à 21h précises. Il rentra chez lui à minuit 40. L'appartement du 16e, 320 mètres carrés, vue sur la tour Eiffel depuis la terrasse, décoration choisie par une architecte d'intérieur 2 ans avant la rupture avec Camille, était exactement comme il l'avait laissé. Lumière basse, programmée sur minuterie, cuisine propre, silence. Antoine posa les clés sur le comptoir de marbre, desserra sa cravate complètement et s'assit sur le canapé sans allumer les lumières supplémentaires. La tour Eiffel brillait à travers les baies vitrées, intermittentes et indifférentes. Il dormit 4 heures. C'était 2 de plus que la normale. Le dimanche matin, à 7h50, il envoya un message au traiteur L'Étoile via le formulaire de contact professionnel, demandant à parler au responsable de l'équipe ayant assuré le service au Plaza Athénée la veille. La réponse arriva à 9h15. Le responsable n'était pas disponible le dimanche matin, mais confirmerait le lendemain. Antoine lut le message, posa le téléphone, le reprit. Il trouva l'adresse du siège social de l'Étoile dans le 12e arrondissement et, en cherchant l'équipe sur le site, une photo de groupe du personnel prise lors d'un événement caritatif en novembre. Élodie Martin était au 2e rang, légèrement à gauche, avec le même sourire discret qu'il avait vu dans le salon la veille. Élodie Martin, 30 ans. Il trouva son nom dans les crédits d'un article de Food Magazine en ligne datant de 2 ans.
Une mention brève dans un encadré sur les équipes de traiteurs parisiens. Élodie Martin, service, l'Étoile. C'était tout ce que l'Internet lui donnait. Pas de profil professionnel actif, pas de présence sur les réseaux ou une présence fermée au public. Une femme qui n'avait pas fait de sa vie quelque chose à montrer. Il trouva l'adresse du traiteur, pas celle d'Élodie. Il s'arrêta là. Ce qu'il fit à la place fut simple et difficile en même temps pour un homme dont le réflexe naturel était de gérer la situation depuis sa position de ressources supérieures. Il prit le téléphone, composa le numéro du traiteur L'Étoile, pas le formulaire de contact, le numéro direct du bureau, et laissa un message vocal sur le répondeur du dimanche. Il dit son nom, dit qu'il souhaitait contacter mademoiselle Élodie Martin de l'équipe service, dit qu'il la priait de lui transmettre ses coordonnées si elle y consentait, et qu'en l'absence de consentement, il ne donnerait pas suite. Il laissa son numéro personnel, il raccrocha, puis il attendit. Ce qui était la chose la plus difficile. Élodie reçut le message le dimanche à 11h, transmis par sa chef d'équipe avec un point d'interrogation au bout. Un point d'interrogation qui voulait dire exactement ce qu'il voulait dire. Elle était dans la cuisine de l'appartement de Montreuil, en pyjama, avec Hugo installé devant les dessins animés du salon et une tasse de café refroidi sur la table. Elle lut le message 3 fois. La chef avait précisé, il a dit « si elle y consent », mot pour mot. Élodie regarda son café refroidi, regarda la fenêtre, l'immeuble d'en face, les géraniums rouges, sur le balcon du 3e, le ciel blanc du dimanche matin de novembre. Hugo rit de quelque chose dans le salon, un rire bref et complet de 6 ans. Elle prit son téléphone et envoya un message au numéro indiqué. « C'est Élodie Martin. Vous pouvez m'appeler. » Le téléphone sonna 2 minutes après. « Merci de me rappeler, » dit Antoine. « Vous n'avez pas attendu longtemps, » dit-elle. Un silence, pas un silence gêné, un silence d'évaluation mutuelle, le genre qui dure 2 secondes et qui dit quelque chose sur les 2 personnes impliquées. « Je voulais vous demander si vous accepteriez qu'on se retrouve ce matin, » dit Antoine. « Pas pour continuer quelque chose d'hier soir, juste pour terminer correctement, dire merci en face. » Une pause. « J'ai conscience que c'est dimanche matin. » Élodie regarda l'heure. « Mon fils est là. Je sais. Ou plutôt, je ne savais pas, mais c'est normal. On peut faire autrement, ou une autre fois. » Elle réfléchit. Pas longtemps. « Hugo dort après le déjeuner. Si vous venez à 10h, vous avez 2 heures avant qu'il se réveille. » Une autre pause. « C'est à Montreuil. » « Donnez-moi l'adresse. » À 9h30, Antoine Delorme quitta l'appartement du 16e en jean et veste sans chauffeur avec une application de taxi commandée depuis le téléphone. Il s'arrêta devant la boulangerie du bas de chez lui, une boulangerie ordinaire, pas celle qu'il utilisait pour les événements, celle du quartier avec la vitrine un peu passée et la queue habituelle du dimanche matin, et acheta 2 croissants et un pain au chocolat dans un sac en papier brun. Le geste était petit. C'était voulu. Montreuil était à 22 minutes. Antoine regarda Paris défiler par la fenêtre du taxi, les arrondissements se modifiant, les façades haussmanniennes cédant la place à des immeubles plus récents, plus serrés, avec des balcons plus petits et des cours intérieures visibles depuis la rue. Il n'était pas venu dans ce coin depuis longtemps. Depuis la maison de son ancien chef de chantier, en fait, un homme qui avait travaillé pour lui pendant les premières années de Delorme Événements et qui vivait dans un appartement presque identique à ce que l'adresse d'Élodie lui laissait imaginer. Il sonna à l'interphone à 10h02. L'appartement faisait 39 mètres carrés, ce qu'Antoine évalua en entrant non pas par calcul, mais parce que les proportions des pièces disaient les choses simplement. Une cuisine ouverte sur un salon, une fenêtre donnant sur la cour intérieure, une table ronde de 4 places avec 3 chaises dépareillées. Des dessins d'enfants scotchés sur le mur, entre la cuisine et le couloir, des bonhommes, des maisons, un chien avec des pattes trop longues. Une bibliothèque basse faite de caisses de bois peintes en blanc. Et sur le rebord de la fenêtre, 3 plantes vertes en pot de terre cuite qui avaient l'air d'avoir été choisies avec soin. Antoine posa le sac de boulangerie sur la table.
Élodie mit la cafetière en route sans lui demander s'il voulait du café. Dans le salon, un enfant dormait sur le canapé sous une couverture à rayures, les bras le long du corps, la respiration régulière. Hugo, 6 ans, les cheveux bruns défaits sur le coussin. Ils s'assirent à la table de la cuisine avec les cafés et les croissants, et ils parlèrent. Pas de la veille au soir, pas directement, pas encore. Ils parlèrent d'abord de choses petites et précises, la façon dont les conversations commencent vraiment quand les deux personnes n'ont pas de rôle à tenir. Élodie lui dit que l'atelier Duchemin avait effectivement la meilleure livraison matinale de Paris, qu'elle le savait pour avoir travaillé pendant 6 mois avec un fleuriste partenaire quand elle avait sa propre structure. Antoine releva le mot « votre propre structure » et attendit. Elle lui raconta. À 23 ans, une petite entreprise de décoration événementielle fondée avec 2000 € d'économie et un ordinateur portable. Pas de locaux. Elle travaillait depuis la table de cuisine de l'époque dans un appartement de Vincennes qu'elle partageait avec son mari d'alors. Elle avait 3 clientes la première année, 7 la deuxième, et avait commencé la 3e avec un carnet de commandes qui lui permettait d'envisager de prendre quelqu'un à mi-temps. C'était 2019. Elle avait 26 ans et croyait avoir posé les premiers fondements de quelque chose de réel. Ce que son mari n'avait pas dit, ce qu'elle découvrit quand il était parti, en emportant son ordinateur et en laissant les relevés bancaires, c'est qu'il avait utilisé le compte de l'entreprise pour rembourser partiellement une dette personnelle contractée 2 ans avant qu'ils se rencontrent. 22 000 € prélevés en 18 mois, en montant suffisamment petit pour ne pas déclencher d'alerte, depuis un sous-compte d'où partaient également les charges professionnelles. Elle avait découvert le trou au moment de la déclaration fiscale. 3 semaines plus tard, Hugo était né. Elle dit tout ça sans élever la voix, avec la sécheresse des gens qui ont raconté quelque chose, suffisamment souvent, intérieurement, pour que les mots ne déclenchent plus les mêmes réactions physiques qu'au début. Mais ses mains tenaient la tasse un peu plus fort qu'avant, et Antoine le remarqua. « Vous avez déposé le bilan ?» demanda-t-il. « J'ai fermé avant. Moins de dégâts pour les fournisseurs. » Une pause. « Certains me devaient encore de l'argent. Je n'ai pas réclamé. » Antoine la regarda. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien fait de mal. Il n'y avait pas de vertu performée dans cette réponse, pas de ton de celui qui attend d'être reconnu pour son honnêteté. C'était simplement la logique d'une femme dont les critères de justice étaient plus précis que ne le permettait la situation. Il parla à son tour. Pas de l'entreprise, de ce qu'il y avait derrière l'entreprise, ce qu'il n'abordait jamais dans les dîners professionnels, ni dans les rares conversations avec des amis qui étaient devenus surtout des associés. Il parla des 11 mois depuis la rupture avec Camille, non pas comme une blessure romantique, mais comme quelque chose de plus profond et de plus difficile à localiser. Le fait que pendant 4 ans, il avait construit quelque chose qu'il croyait réel, et que la rupture n'avait pas seulement emporté Camille, elle avait emporté sa certitude d'être capable de bien lire les choses importantes. Il était bon pour lire les appels d'offres, les bilans, les intentions de négociation. Il avait été mauvais pour lire ceci, et il ne savait plus très bien comment faire confiance à sa propre lecture de quoi que ce soit d'essentiel. Il dit ça simplement, sans chercher la formulation exacte. Élodie écouta. Quand il s'arrêta, elle ne dit pas que c'était normal ou que ça passerait. Elle dit « La dernière fois que vous avez mangé à une table de cuisine simple, c'était quand ?» Antoine réfléchit vraiment. « Chez ma grand-mère, il y a 8 ans peut-être. Non, 9. » Élodie inclina la tête légèrement. « Et là ?» Antoine regarda la table ronde, les 3 chaises dépareillées, le sac de boulangerie en papier brun froissé entre eux deux, le café dans des tasses ordinaires, les dessins de Hugo sur le mur. Il n'avait rien à dire qui soit à la hauteur de la question. Alors il ne dit rien, ce qui était, pour un homme habitué à avoir une réponse, une forme de progrès. Hugo se réveilla à 12h15, les cheveux en bataille, avec le regard des enfants qui évaluent les inconnus sans politesse inutile. Il regarda Antoine depuis le pas de la porte du salon, les bras croisés sur sa couverture à rayures, ramenée contre sa poitrine.
C'est qui? Dit-il à sa mère sans baisser la voix. Antoine, dit Élodie, il est venu boire un café. Hugo réfléchit. Il reste pour le déjeuner? Antoine regarda Élodie. Élodie regarda Antoine. Ce fut Hugo qui décida pour eux deux en posant sa couverture sur le canapé avec la solennité des grandes décisions et en demandant si les croissants restants étaient encore pour quelqu'un. Antoine resta pour le déjeuner. Ce n'était pas prévu et il ne chercha pas à le justifier. Élodie fit des œufs brouillés avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. 3 œufs, un reste de fromage, une demi-tomate, et Antoine s'assit à la table avec Hugo, qui lui expliquait, avec la précision documentaire des 6 ans, pourquoi les dinosaures carnivores étaient supérieurs aux herbivores dans presque toutes les situations. Antoine écoutait avec une attention réelle. Hugo le remarqua et augmenta le niveau de détail en conséquence. Élodie observait depuis la cuisinière, sans en avoir l'air. Il y avait quelque chose de légèrement déstabilisant dans la façon dont Antoine Delorme était assis à sa table, pas parce qu'il était mal à l'aise, mais précisément parce qu'il ne l'était pas. Elle aurait pu gérer l'inconfort. Elle savait faire avec les gens qui regardaient les 39 mètres carrés d'une façon qui disait quelque chose sur ce qu'ils pensaient de 39 mètres carrés. Antoine ne regardait pas l'appartement. Il regardait Hugo. Et quand il posait les yeux autre part, son regard se posait simplement, sans évaluer. Ils mangèrent. Hugo parla des 3/4 du temps. Élodie glissa quelques mots, Antoine quelques autres, et ce rythme-là, les enfants qui occupent le centre de la conversation et qui permettent aux adultes de se regarder en périphérie, fut plus simple que tout ce qu'ils avaient fait la veille dans le salon du Plaza Athénée. Antoine repartit à 13h40. Il n'y eut pas de promesse, pas de « je t'appelle », pas de formulation qui engage. Il dit au revoir à Hugo, qui lui serra la main avec le sérieux des petits garçons qui ont décidé qu'une personne mérite d'être prise au sérieux. Il dit merci à Élodie en la regardant, juste ça, et elle acquiesça d'un signe de tête qui voulait dire qu'elle avait entendu. Dans le taxi du retour, il regarda Paris dans l'autre sens. Montreuil vers le 16e, les immeubles se dilatant, les façades reprenant leurs proportions haussmanniennes. Il n'appela personne. Il ne vérifia pas ses mails. Il resta assis, les mains posées sur les genoux, et laissa les 22 minutes se passer sans les remplir. Les 3 semaines suivantes furent calmes en surface. Antoine travailla, Élodie travailla. Ils échangèrent 4 messages en tout, courts, pratiques, avec la politesse de 2 personnes qui n'ont pas encore décidé ce qu'elles font de quelque chose. Antoine lui envoya le nom d'un contact dans le secteur événementiel, qui cherchait une coordinatrice freelance pour des missions ponctuelles. Élodie remercia, contacta le nom, décrocha une mission le vendredi suivant. Elle lui envoya un message qui disait simplement « Ça a marché ». Il répondit « Je sais ». Elle ne répondit pas à ça, parce que la réponse aurait demandé plus de mots qu'elle n'était prête à en dépenser. Ce fut la colonne sociale du lundi matin, 3 semaines après le dîner, qui changea le tempo. Élodie vit la photo sur le téléphone de sa mère, Gisèle, qui l'avait trouvée partagée dans un groupe WhatsApp de voisines de Montreuil avec un commentaire qui disait « Ta fille dans les journaux ?» La photo était nette, prise par le photographe officiel de la soirée. Antoine et Élodie debout près du buffet, elle légèrement tournée vers lui légèrement tourné vers elle, dans ce moment de quelques secondes qui avait précédé la rencontre avec Camille et Julien. La légende, dans la colonne Figaro Madame disait Antoine Delorme, CEO de Delorme Événements, et son élégante accompagnatrice lors du dîner d'anniversaire de Madame Françoise Delorme à l'hôtel Plaza Athénée. Gisèle Martin appela sa fille à 7h45 du matin, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas dormi depuis qu'elle avait vu la photo. « C'est toi ?» dit-elle sans bonjour. « Élodie, c'est toi sur cette photo ?»« Oui, maman. »« Et cet homme, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au travail. » Silence de Gisèle, le silence des mères qui font le calcul rapide entre ce que leur fille dit et ce qu'elle ne dit pas. « Tu travaillais, là, sur la photo. » J'avais fini mon service. Nouveau silence. Élodie.
Sa mère prononça son prénom de la façon qu'elle réservait au moment où elle voulait dire plusieurs choses en même temps, sans en dire aucune complètement. « Je vais bien, maman. Hugo va bien. Ne t'inquiète pas. » Elle raccrocha et regarda la photo une deuxième fois depuis son propre téléphone. Elle avait l'air à sa place sur cette image. C'était ça qui était troublant. Pas d'être vue, pas d'être reconnue, mais d'avoir l'air à sa place dans un cadre où elle n'aurait pas dû l'être. Du côté d'Antoine, l'attaché de presse de Delorme Événements l'appela à 8h30 avec un ton de quelqu'un qui gère une urgence de niveau 2. La photo circulait. Des journalistes demandaient le nom de l'accompagnatrice. 2 rubriques mondaines avaient déjà relancé. « On positionne comment ?» dit l'attaché de presse. « Vie privée non commentée » ou « On donne un élément de contexte ?» « Vie privée non commentée » dit Antoine. « Ça va alimenter la spéculation. »« Je sais. Si elle est connue dans le milieu, si quelqu'un fait le lien avec le traiteur, vie privée non commentée, répéta Antoine, et il raccrocha. Ce que ni lui ni Élodie ne savaient encore, ce que Julien Moreau avait mis 3 semaines à organiser avec la patience des hommes dont l'ego est plus patient que leur intelligence, attendait dans la boîte mail d'Élodie depuis 23 heures la veille au soir. Un message d'une adresse professionnelle de Moreau Productions, signé Julien Moreau, rédigé avec la précision juridique de quelqu'un qui avait relu plusieurs fois. Le message proposait à Élodie Martin une collaboration rémunérée, le mot utilisé, consistant à accorder une interview à un magazine partenaire dans laquelle elle confirmerait que sa présence au dîner Delorme du 18 novembre avait fait l'objet d'une compensation financière convenue à l'avance entre les 2 parties. Le montant proposé pour cette collaboration était de 18 000 €, versé en 2 fois, sur présentation d'un RIB. Élodie lut le mail à 6 heures du matin, debout dans la cuisine, Hugo dormant encore. Elle le lut 2 fois avec la concentration d'une personne qui s'assure de n'avoir rien mal compris. Elle n'avait rien mal compris. Elle fit une capture d'écran, ouvrit une conversation avec Antoine, colla la capture et envoya. Pas de commentaire, pas d'explication, pas d'émotion visible dans le message, juste l'image et rien d'autre. Antoine reçut le message à 6h17. Il était debout depuis 5h45, comme tous les jours depuis 11 mois. Il regarda la capture d'écran, la lut, la relut. Il sentit quelque chose de chaud et de précis se former dans sa poitrine. Pas de la colère, pas exactement, quelque chose de plus ciblé que la colère, quelque chose qui ressemblait à de la honte d'avoir permis à un homme comme Julien Moreau d'exister suffisamment près de lui pour que sa trajectoire touche celle d'Élodie. Il appela un taxi, pas un avec chauffeur, un ordinaire. Il sonna à l'interphone de Montreuil à 7h52. Élodie ouvrit la porte en pyjama, les cheveux défaits, une tasse de café dans la main. Elle le regarda sans surprise, ce qui voulait dire qu'elle avait su qu'il viendrait, ce qui voulait dire autre chose encore. Elle recula d'un pas pour le laisser entrer. Hugo dormait. L'appartement sentait le café et le pain grillé. Antoine entra. Il resta debout près de la table, les mains dans les poches du jean et dit « Vous auriez pu accepter. » Élodie posa sa tasse sur le comptoir. « Je sais. 18 000 €. Je sais. Pour vous, c'est « je sais ce que c'est », dit-elle. Pas sèchement, avec la précision de quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on finisse la phrase à sa place. C'est 10 mois de salaire au traiteur. Je sais exactement ce que c'est. Antoine la regarda. Il y avait quelque chose dans son visage à ce moment, quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qu'il reconnaissait physiquement, un resserrement dans la gorge, un silence intérieur, là où il y avait d'habitude des calculs en cours. « Alors pourquoi ?» dit-il. Élodie prit sa tasse, but une gorgée, la reposa. Parce que c'était faux. Elle leva les yeux vers lui. Et parce que les choses fausses coûtent plus cher que 18 000 €, à la fin. Ce fut la première fois qu'Antoine Delorme, 42 ans, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 ans de négociations dans des salles où les mots étaient des instruments, ne trouva rien à répondre. Pas par manque de langage,
par quelque chose de plus rare, la conscience que toute réponse serait inférieure à ce qui venait d'être dit. Il s'assit à la table. Élodie lui versa un café sans lui demander. Ils restèrent assis un moment dans le silence de la cuisine de Montreuil, et ce silence-là avait une qualité différente de tous les silences qu'Antoine connaissait. Les silences de réunion, les silences de négociation, les silences qui calculent. Celui-ci ne calculait rien. Il était simplement là, entre deux tasses de café ordinaire, dans 39 mètres carrés, avec des dessins de bonhommes sur le mur. Quelque chose commençait. Ils le savaient tous les deux, aucun des deux ne le dit. Pas ce matin-là. Les semaines suivantes eurent la texture des choses qui se construisent sans qu'on le décide formellement. Des messages plus fréquents, des appels le soir après que Hugo était couché, une habitude qui s'installe dans les interstices de deux vies très différentes. Antoine apprit que Hugo aimait les comédies musicales d'animation et détestait les brocolis avec une conviction philosophique. Élodie apprit qu'Antoine cuisinait exactement 2 plats, des pâtes carbonara et une omelette, et que ces 2 plats étaient, selon lui, suffisants pour couvrir l'essentiel des situations alimentaires. Pas de la tristesse. C'était ce qu'Antoine continuait d'identifier en lui le soir, quand il rentrait dans l'appartement du 16e et que le silence n'avait plus tout à fait la même densité qu'avant. Pas de la tristesse et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il approchait prudemment, comme on approche une pièce dont on n'a pas ouvert la porte depuis longtemps. Ce fut un mardi soir de décembre qu'il comprit ce que c'était. Il était au téléphone avec Élodie, assis sur la terrasse du 16e, malgré le froid, la tour Eiffel clignotant à intervalles réguliers dans le noir. Hugo venait de s'endormir, et Élodie parlait à mi-voix depuis le couloir de l'appartement. Elle lui racontait une anecdote d'un événement de l'après-midi, un mariage de banlieue où le traiteur concurrent avait livré les mauvaises verrines et où toute l'équipe avait improvisé pendant 40 minutes avec ce qu'il y avait dans les frigos de secours. Elle riait en racontant, un rire vrai, légèrement essoufflé, et Antoine était assis dans le froid avec le téléphone contre l'oreille, et il ne voulait pas que cette conversation s'arrête. Pas de la tristesse. C'était ça, enfin, identifié. C'était l'absence de tristesse. Après 11 mois où le soir ressemblait toujours à quelque chose d'inachevé, quelque chose manquant, voilà un mardi ordinaire de décembre, avec une femme qui riait d'une histoire de verrine dans un couloir de Montreuil, et Antoine ne manquait de rien. Il ne le dit pas ce soir-là, mais il le sut. Le mois de décembre passa avec cette rapidité particulière des fins d'année à Paris. Les marchés de Noël sur les Champs-Élysées, les vitrines de la rue de Rivoli, la ville habillée d'une façon qui donnait aux gens une raison supplémentaire de marcher plus lentement. Antoine travailla plus que d'habitude, parce que décembre était le mois des événements corporatifs et des dîners de fin d'année, et que Delorme Événements assurait 19 événements sur la seule période du 15 au 23. Il rentrait tard, mangeait souvent debout dans la cuisine, dormait 5 heures. C'était la normale de décembre depuis 11 ans. La différence, cette année, c'est qu'il appelait Élodie depuis le taxi du retour. Pas toujours longtemps. Parfois juste 10 minutes, mais suffisamment pour que le trajet entre le lieu d'événement et le 16e ne soit plus quelque chose à traverser. Élodie travaillait également. 3 événements au traiteur sur les 2 premières semaines, une mission freelance le week-end du 14, une décoration de salle pour un dîner associatif dans le 11e, budget serré, contrainte d'espace. Elle avait soumis une proposition en 2 heures, récupéré le matériel elle-même, monté la salle seule avec une amie. Le client l'avait rappelé le lundi pour lui demander si elle était disponible pour le printemps. Hugo avait appris qu'Antoine faisait des fêtes pour les grandes personnes. Cette définition l'avait satisfait pendant 2 semaines, puis il avait demandé si Antoine pouvait faire une fête pour les enfants aussi, un jour. Élodie avait dit qu'on verrait. Hugo avait interprété « on verrait » comme un oui probable et était passé à autre chose avec la fluidité des 6 ans. Le soir du 20 décembre, Antoine appela depuis la voiture, plus tard que d'habitude, 23h40. Élodie décrocha à la 2e sonnerie, ce qui voulait dire qu'elle n'était pas encore endormie.
Il y avait du bruit de circulation dans le micro du téléphone, la ville encore active malgré l'heure. L'événement s'est bien passé, dit-elle. Bien. Le client avait invité 200 personnes pour 150 couverts. Une pause. On s'en est sorti. Comment? On a retiré les chaises des tables de coin et on a mis des hauts tabourets. Les gens debout circulent plus, mangent moins. Ça équilibre. Élodie rit. C'est malin. C'est de la gestion de crise déguisée en choix esthétiques. La plupart des bonnes décisions sont ça. Antoine regarda Paris par la fenêtre, les lumières du pont de l'Alma dans le rétroviseur. Élodie. Oui, un silence court, pas d'hésitation, plutôt la pause de quelqu'un qui vérifie une dernière fois qu'il veut vraiment dire ce qu'il va dire. Je ne suis pas en train de vous proposer quelque chose de défini. Je ne sais pas encore comment appeler ce que c'est. Mais je voulais que vous sachiez que depuis novembre, quelque chose a changé pour moi, et que ce quelque chose a à voir avec vous. Le silence d'Élodie dura 4 secondes. Pas de surprise dans ce silence, plutôt la texture d'une femme qui entend quelque chose qu'elle savait déjà, mais qui avait besoin d'être dit à voix haute pour devenir réel. « Je sais », dit-elle. « C'est tout ?» Pour l'instant, oui. Antoine sourit dans le noir de la voiture. C'était une réponse d'Élodie, précise, sans surplus, exactement à la hauteur de ce qui était nécessaire. Pas une fermeture, pas une ouverture spectaculaire, un pour l'instant qui contenait une direction. « Bonne nuit, dit-il. Bonne nuit, Antoine. » Il raccrocha et regarda le plafond du taxi pendant le reste du trajet. Janvier arriva avec le froid sec de Paris en hiver. Ciel blanc, trottoir gelé le matin, café bondé à toute heure. Antoine reprit le rythme normal de l'entreprise après les fêtes, les réunions de planification du premier trimestre, les appels d'offres pour le printemps. Il travaillait avec la même efficacité qu'avant, mais quelque chose dans sa façon d'être au bureau avait légèrement changé, une disponibilité différente, une façon de s'arrêter une seconde de plus avant de répondre aux questions. Ses collaborateurs directs ne pouvaient pas nommer ce que c'était exactement, mais 2 d'entre eux en parlèrent lors d'un déjeuner d'équipe avec les mots « il a l'air moins pressé ». Ce qui venant de gens habitués à travailler avec Antoine Delorme était une observation considérable. Élodie avait accepté 3 nouvelles missions freelance en janvier. Elle travaillait les soirs que Hugo passait chez sa mère, à la table de la cuisine, avec l'ordinateur portable, des cahiers de notes et du café. Elle construisait quelque chose, pas encore une structure, pas encore quelque chose de nommable, mais quelque chose qui avait la forme d'un début, des clients qui rappelaient, un bouche-à-oreille discret dans le secteur événementiel du 9-3, une réputation qui se formait sans qu'elle la cherche, simplement parce que son travail était précis et que les gens qui font un travail précis finissent toujours par être trouvés. Ils se voyaient le samedi, alternativement, une semaine à Montreuil, une semaine dans le 16e. Élodie vint dans l'appartement d'Antoine pour la première fois un samedi de janvier, avec Hugo qui porta son sac à dos de dinosaure avec la gravité d'un explorateur en territoire inconnu. Il inspecta les pièces méthodiquement, commenta la taille de la terrasse avec un sifflement admiratif, demanda pourquoi il n'y avait pas de dessin sur les murs, et s'installa sur le canapé avec la télécommande, comme si la question de la propriété était secondaire. Élodie se tint dans l'entrée un moment, regardant l'appartement. Les 320 mètres carrés, la vue, les lignes propres de la décoration, tout était beau, techniquement irréprochable. Et en même temps, il manquait quelque chose que l'architecte d'intérieur n'avait pas pu mettre, parce que ça ne se commande pas. L'appartement ressemblait à quelqu'un qui s'apprête à habiter là, pas encore à quelqu'un qui habite vraiment. Antoine l'observa regarder. « C'est trop », dit-elle, pas méchamment. « Je sais, ça ne ressemble à personne. Je sais aussi. » Elle entra dans la cuisine. Il y avait des pâtes carbonara en préparation, les seules qu'il maîtrisait, et 2 verres de vin rouge sur le comptoir. Elle prit un verre, goûta, posa les yeux sur la vue depuis la fenêtre de cuisine. La tour Eiffel était visible depuis là aussi, un angle différent du salon. « Vous la voyez depuis toutes les pièces ?» dit-elle. « Presque. »
Et ça ne vous lasse pas? Antoine réfléchit vraiment. Si, depuis un moment. Élodie hocha la tête lentement, comme si la réponse confirmait quelque chose. Elle ne développa pas. Elle n'avait pas besoin de développer. Ce soir-là, ils mangèrent tous les trois à la grande table de la salle à manger. Une table prévue pour 12 personnes qui n'avaient accueilli que des dîners professionnels depuis 2 ans. Hugo déclara les pâtes correctes mais pas aussi bonnes que celles de mamie Gisèle, ce qu'Antoine nota avec une humilité sincère. Élodie rit dans sa serviette. Ce rire-là, retenu, léger, authentique, résonna dans la salle à manger d'une façon qui fit quelque chose au silence habituel de ces 320 mètres carrés. Après le dîner, quand Hugo dormait dans la chambre d'amis avec son sac à dos de dinosaure posé contre le lit, Antoine et Élodie restèrent sur la terrasse avec les manteaux. Il faisait 3 degrés. Paris brillait en contrebas. Les quais de Seine illuminés, les ponts, les bateaux-mouches tardifs traçant leurs lignes dorées sur l'eau noire. Élodie avait les mains autour de son verre de vin, les coudes posés sur la balustrade, les yeux sur la ville. « Quand vous avez écrit ce message sur le guardanapo, dit-elle, elle utilisait parfois ce mot en français approximatif quand elle cherchait ses phrases. La serviette. Vous saviez que j'allais accepter? Antoine réfléchit. Non. Vous espériez. Je n'étais pas en état d'espérer quoi que ce soit. J'écrivais parce que c'était la seule chose qui me semblait honnête dans la situation. Il prit une gorgée de vin. C'est peut-être pour ça que ça a fonctionné. Je n'essayais pas d'obtenir quelque chose. J'essayais juste de ne pas mentir. Élodie garda les yeux sur Paris. La phrase du milieu, dit-elle. Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander ça. Oui. C'est ça qui a tout changé. Il se tourna vers elle. Elle avait les joues légèrement rouges du froid, les cheveux que le vent déplaçait par petites mèches sur le front. Elle ne le regardait pas encore. Elle regardait la ville, mais son profil dans la lumière ambiante de Paris était celui d'une femme qui dit quelque chose d'important sans chercher à ce que ça paraisse important. Parce que la plupart des gens qui demandent des choses impossibles, continua-t-elle, ne prennent pas la peine d'admettre que c'est impossible. Ils demandent comme si c'était normal, comme si votre réponse leur appartenait d'avance. Et là, vous n'aviez pas l'air de croire que ma réponse vous appartenait. Elle se tourna enfin vers lui, les yeux directs, sans protection inutile. C'est rare. Antoine soutint son regard. Il avait appris, ces derniers mois, à ne pas remplir les silences d'Élodie. Elle posait les mots avec une précision qui demandait d'être reçue, pas complétée. Il reçut. Et dans cet appartement trop grand, avec la vue sur la tour Eiffel qui le lassait, par 3 degrés en janvier, quelque chose se posa entre eux deux avec la simplicité des choses qui n'ont pas besoin d'être annoncées pour être réelles. Il ne l'embrassa pas ce soir-là. Ce n'était pas le soir. Ils rentrèrent à l'intérieur quand le froid devint sérieux, finirent le vin dans le salon et parlèrent encore 1 heure de choses ordinaires, les projets du printemps, une exposition qu'Hugo voulait voir au Musée des Sciences, la mission freelance d'Élodie pour mars. Quand elle alla s'assurer qu'Hugo dormait bien, Antoine débarrassa les verres et éteignit les lumières du couloir, et ce geste domestique si simple, éteindre une lumière dans son propre appartement parce que d'autres personnes dormaient, lui parut la chose la plus naturelle du monde, ce qui était nouveau, ce qui était tout. Février arriva avec la pluie fine et persistante que Paris réserve aux gens qui ont cessé de se plaindre du temps. Antoine était en réunion de direction un mardi matin quand son assistante glissa une note sur son bureau, un post-it jaune avec un nom et un numéro, et la mention « urgent personnel ». Il la regarda entre 2 ordres du jour, sans lever les yeux complètement. La façon des hommes qui savent lire une pièce sans interrompre ce qu'ils font. Le nom sur le post-it était celui de son responsable RH. La réunion se termina à 11 heures. Antoine rappela depuis son bureau, debout face à la baie vitrée qui donnait sur les toits du 8e. Le poste existait depuis 3 semaines dans les tiroirs du département. Coordinatrice événementielle senior, rattachée directement à la direction de production.
Un poste créé non pas pour combler un vide immédiat, mais parce que la structure de Delorme Événements avait atteint une taille où ce maillon manquait depuis 18 mois, et que tout le monde le savait sans que personne ne l'ait formalisé. Salaire d'entrée à 4 200 €, objectif trimestriel défini, évaluation à 6 mois. Le responsable RH avait préparé la fiche de poste. Il attendait le feu vert pour l'ouvrir. Antoine dit « Ouvrez-la, processus standard. Les candidatures passent par vous, les entretiens aussi. Je ne veux pas de filtre sur mon bureau avant la shortlist finale. » Il marqua une pause. « Et je veux que les dossiers soient anonymisés pour le premier tri. » Le responsable RH ne posa pas de questions. C'était quelqu'un d'assez expérimenté pour savoir que certaines instructions se suivent sans demander pourquoi. Antoine ne dit rien à Élodie ce jour-là, ni le lendemain. Il attendit 4 jours, le temps que l'annonce soit publiée sur les plateformes professionnelles, puis lui envoya le lien par message, sans commentaire. Elle l'appela 20 minutes après. « Vous avez créé ce poste, dit-elle. Pas une question. Le poste existait dans les besoins depuis 18 mois. Je l'ai formalisé. » Silence. Antoine. « Le processus est standard. Votre dossier sera évalué par le RH et par 2 responsables de production que vous ne connaissez pas. Si vous n'êtes pas retenu, vous ne serez pas retenu. Si vous l'êtes, c'est parce que vous l'êtes. » Un autre silence. Elle réfléchissait. Il le savait à la qualité du silence, qui était différent du silence de quelqu'un qui cherche ses mots et du silence de quelqu'un qui prend une décision. « Je pose ma candidature, dit-elle enfin. Je sais. Si je suis prise, quand vous serez prise. Ça change les choses entre nous. » Ça les clarifie, dit Antoine. Ce n'est pas la même chose. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'accord. Ce mot, court, posé, sans excès, valait dans la bouche d'Élodie une phrase entière. Élodie envoya sa candidature le jeudi soir, depuis la table de la cuisine de Montreuil. Hugo endormit depuis 1 heure. Elle prit 2 heures pour rédiger la lettre de motivation, pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais parce qu'elle voulait que chaque phrase soit exactement vraie. Elle écrivit sa trajectoire sans l'enjoliver ni la minimiser. La petite entreprise à 23 ans, la fermeture à 26, les 3 ans au traiteur L'Étoile, les missions freelance en parallèle. Elle écrivit ce qu'elle savait faire et pourquoi elle le savait. Pas des compétences listées comme des cases cochées, mais des choses apprises dans des situations réelles, souvent difficiles, toujours sans filet. Elle relut la lettre une fois, changea 2 mots, l'envoya. Elle dormit correctement cette nuit-là, ce qui était, pour une femme qui avait appris à dormir avec les inquiétudes du lendemain, une forme de confiance. Le premier entretien eut lieu 3 semaines plus tard, avec la responsable de production et un chargé de recrutement externe. Élodie arriva en avance de 8 minutes, assez pour montrer le respect du temps de l'autre, pas assez pour être celle qui attend. Elle portait la veste marine qu'elle réservait aux occasions professionnelles importantes, les cheveux relevés, des chaussures noires simples. Elle entra dans la salle de réunion du bureau de Delorme Événements, dans le 8e arrondissement, avec la même façon d'occuper l'espace qu'elle avait dans le salon du Plaza Athénée, sans chercher à impressionner, sans chercher non plus à se faire oublier. Simplement présente. L'entretien dura 75 minutes. On lui posa des questions de cas concrets. Comment elle gérerait un fournisseur défaillant à 48 heures d'un événement? Comment elle prioriserait entre 2 demandes clients simultanées aux ressources incompatibles? Ce qu'elle ferait si un prestataire dépassait le budget validé sans prévenir. Elle répondit à chaque fois depuis l'expérience réelle, avec des exemples précis, des chiffres quand elle les avait, et quand elle ne les avait pas, elle le disait. À la fin, la responsable de production lui demanda quelle était, selon elle, la compétence la plus sous-estimée dans le secteur événementiel. Élodie réfléchit 2 secondes. Savoir quand ne pas résoudre un problème soi-même et à qui le passer. La plupart des gens dans ce métier pensent que tout gérer seul est une qualité. C'est souvent un défaut déguisé.
La responsable de production nota quelque chose. Le chargé de recrutement nota quelque chose. Élodie rentra à Montreuil en métro, ligne 9 jusqu'à Nation, puis le bus, et appela sa mère depuis le quai pour lui dire que ça s'était bien passé. Le deuxième entretien eut lieu avec le directeur financier et un autre responsable de pôle. Plus technique, plus chiffré. Élodie avait préparé, elle avait passé 2 soirs à travailler les structures financières d'un événement type, les ratios de marge, les postes de coûts variables. Elle ne maîtrisait pas tout. Elle le dit clairement quand c'était le cas, en précisant toujours ce qu'elle ferait pour combler le manque. Le directeur financier, qui avait vu des dizaines de candidats prétendre maîtriser ce qu'ils ne maîtrisaient pas, nota quelque chose lui aussi. La shortlist finale comprenait 4 noms. Le responsable RH la présenta à Antoine lors d'une réunion de 20 minutes, dossiers anonymisés, profils résumés en 2 paragraphes. Antoine lut les 4 profils. 2 étaient solides sur le plan technique, mais présentaient des lacunes sur la gestion de l'imprévu. Un point que les 2 responsables de production avaient signalé séparément. Un 3e profil était très fort en coordination, mais sans expérience du terrain direct. Le 4e profil, noté simplement « candidate D », avait une trajectoire atypique, mais des évaluations unanimement positives sur l'adaptation à la pression, la communication client et la prise de décision autonome. La responsable de production avait ajouté une note manuscrite en marge, répond depuis ce qu'elle sait, pas depuis ce qu'elle pense qu'on veut entendre. Rare. Antoine posa le dossier. Il demanda au RH d'organiser le 3e entretien avec la candidate D. Il ne dit rien à Élodie avant que le RH ne l'appelle. Le 3e entretien eut lieu un mercredi après-midi. Antoine était dans la salle de réunion quand Élodie entra. Elle s'arrêta une fraction de seconde en le voyant, pas de surprise dans les yeux, plutôt la confirmation d'une chose qu'elle avait envisagée. Puis elle s'assit en face de lui avec la même posture qu'elle avait eue dans le couloir du 2e étage du Plaza Athénée 2 mois et demi plus tôt. Présente, calme, sans protection inutile. Le responsable RH était assis à côté d'Antoine. Il conduisit l'entretien. Antoine posa 2 questions. La première, si dans 6 mois vous évaluez que ce poste ne correspond pas à ce que vous attendiez, qu'est-ce que vous faites? Élodie répondit « Je le dis, directement, et on cherche ensemble comment corriger ou comment se séparer correctement. » La deuxième question, qu'est-ce qui vous a décidé à candidater ici plutôt qu'ailleurs? Élodie le regarda. Parce que j'ai vu comment cette entreprise travaille de l'intérieur, et parce que je pense que ce que je sais faire a de la valeur ici. Une pause. Pas parce que je connais le directeur général. Le responsable RH ne bougea pas. Antoine ne bougea pas non plus. Il y avait dans cette salle de réunion un sous-texte que seules 2 des 3 personnes présentes pouvaient lire, et les 2 le lisaient avec précision. « Merci, dit Antoine. On revient vers vous d'ici vendredi. » Élodie se leva, serra les mains et sortit. Le vendredi, le responsable RH appela Élodie Martin pour lui annoncer qu'elle était retenue pour le poste de coordinatrice événementielle senior chez Delorme Événements. Prise de poste au 1er mars, salaire à 4 200 €, période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. Elle dit qu'elle acceptait. Elle raccrocha. Elle s'assit sur le bord du lit de la chambre de Montreuil, les mains à plat sur les genoux, et regarda le mur en face d'elle pendant 2 minutes entières, sans penser à rien de précis. Puis elle se leva, alla dans la cuisine, mit la bouilloire en route et appela sa mère. Ce fut le lundi suivant qu'elle vint signer le contrat au bureau du 8e. Antoine l'attendait dans son bureau, debout, les mains dans les poches. Elle posa le contrat sur le bureau, le lut page par page, avec l'attention de quelqu'un qui lit vraiment ce qu'elle signe. Elle prit le stylo. Avant de signer, elle leva les yeux vers lui. Il dit « Je ne te donne rien ». Il la tutoyait pour la première fois, naturellement, comme si la transition avait toujours été là et n'attendait que le bon moment. « Je reconnais ce qui existe déjà ». Élodie le regarda une seconde, puis elle signa. Elle plia son exemplaire du contrat, le glissa dans son sac et dit « Hugo a demandé si tu venais samedi ». Le tutoiement lui revint aussi naturellement qu'à lui.
Il veut te montrer son exposé sur les ptérosaures. »« J'y serai, » dit Antoine. Elle hocha la tête, prit son manteau sur le dossier de la chaise et sortit du bureau. Dans le couloir, elle croisa deux collègues qui ne savaient pas encore qui elle était, leur adressa un sourire bref et professionnel et appuya sur le bouton de l'ascenseur. Elle avait dans son sac, glissé dans la poche intérieure de son portefeuille depuis novembre, une serviette de lin pliée en 4 avec une écriture penchée vers la droite. Elle ne la sortait pas souvent. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait qu'elle était là. Ce soir-là, dans l'appartement de Montreuil, elle fit réchauffer de la soupe pour Hugo, l'aida à finir son exposé sur les ptérosaures, qui étaient, selon Hugo, techniquement des reptiles volants et non des dinosaures, une distinction qu'il tenait à faire figurer en introduction. Le coucha à 20h30 et s'assit à la table de la cuisine avec son café. Par la fenêtre, l'immeuble d'en face, les géraniums rouges sur le balcon du 3e, fanés en hiver, mais les pots encore là. La ville continuait, les choses continuaient. Et dans cette cuisine de 39 mètres carrés à Montreuil, Élodie Martin, 30 ans, mère de Hugo, ancienne propriétaire d'une entreprise détruite par quelqu'un d'autre et reconstruite par elle-même, coordinatrice événementielle senior à compter du 1er mars, percevait que la riqueza verdadera, la vraie richesse, celle dont personne ne donnait le prix parce qu'elle n'en avait pas, n'était pas dans les 320 mètres carrés du 16e, avec vue sur la tour Eiffel, ni dans les 31 millions d'euros de chiffre d'affaires, ni même dans la serviette de lin pliée dans son portefeuille. C'était ça, le café chaud, l'exposé sur les ptérosaures, la fenêtre sur la cour intérieure, et le fait que le samedi suivant, quelqu'un viendrait écouter Hugo parler de reptiles volants avec une attention réelle, pas de la tristesse, l'absence de tristesse, et cette absence-là était tout.